En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a prêté serment samedi devant le Parlement. Il entame ainsi un deuxième mandat de 4 ans à la tête du pays, une cérémonie saluée par 21 coups de canon. Au Sénégal, les audiences du procès de 29 djihadistes présumés, dont l'imam Mendao, qui s'est ouvert le 9 avril, sont terminées. Jeudi, le verdict est attendu pour le 19 juillet. Enfin, en Italie, le nouveau gouvernement d'alliance a prêté serment vendredi à Rome. Il lui revient maintenant de mettre en œuvre une politique anti-austérité et sécuritaire. Voilà pour les titres de cette édition. Merci de nous rester fidèles. Le président Abdel Fattah al-Sisi a prêté serment samedi devant le Parlement en Égypte. L'homme fort du pays entame ainsi un deuxième mandat de 4 ans à la tête du pays où la sécurité et l'économie restent deux défis majeurs. Les images. Au cours d'une session spéciale retransmise en direct à la télévision d'État, la prestation de serment d'Abdel Fattah al-Sisi devant les membres du Parlement et du gouvernement a été saluée par 21 coups de canon. Des avions de chasse ont dessiné un drapeau égyptien dans le ciel du Caire et des hélicoptères militaires ont survolé le centre de la capitale au cours de la matinée, au moment où le président égyptien se rendait au siège du Parlement. Sisi, élu une première fois en 2014 après avoir destitué en tant que chef de l'armée son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi l'année précédente, a été réélu en masse avec plus de 97% des suffrages exprimés. Il n'a eu aucune opposition sérieuse à affronter. Son unique adversaire, Moussa Mostafa Moussa, un homme politique méconnu du grand public, était un de ses plus fervents soutiens. 7 ans après la révolte de janvier 2011 qui a provoqué la chute du régime d'Hosni Moubarak, Abdel Fattah al-Sisi devra s'atteler à 2 défis majeurs pour son second mandat, la stabilité sécuritaire et le redressement économique. Il est régulièrement accusé par les défenseurs des droits de l'homme de violer les libertés publiques et de réprimer les opposants. De nombreux opposants et membres de la société civile ont encore été arrêtés ces derniers mois. Au Burundi, la Cour constitutionnelle a validé jeudi les résultats du référendum controversé du 17 mai. Elle rejette ainsi un recours de nullité déposé par la coalition d'opposition Amizero et à Burundi. Plus de précisions à travers cet élément. Sans surprise, le recours déposé le 24 mai dernier par Amizero et à Burundi, la coalition d'opposition emmenée par Agathon Rwasa, n'a pas abouti. La Cour constitutionnelle burundaise a validé jeudi les résultats prononcés par la commission électorale et consacré la victoire du oui avec 73,2% au référendum constitutionnel du 17 mai. Le pouvoir de Pierre Nkurunziza renforce ainsi sa mainmise sur l'exécutif à l'issue de ce vote controversé. Les membres de la principale formation d'opposition présente à l'Assemblée, seuls partisans du non autorisés à faire campagne, avaient dès l'issue du vote dénoncé des irrégularités, des cas de bourrage d'urnes et des actes d'intimidation, précisant qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats. La nouvelle constitution permet au chef de l'État, au pouvoir depuis 2005, de briguer 2 nouveaux mandats de 7 ans à partir de 2020. Le nouveau test donne par ailleurs la main libre au président Nkurunziza, qui concentrera désormais seuls tous les leviers du pouvoir exécutif. Le Burundi est plongé dans une grave crise politique depuis l'annonce de la candidature controversée de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat en avril 2015. Les violences qui ont accompagné cette crise ont fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 réfugiés entre avril 2015 et mai 2017, d'après les estimations de la Cour pénale internationale, qui a ouvert une enquête. Au Sénégal, les audiences du procès de 29 djihadistes présumés, dont l'imam Mendao, qui s'est ouvert le 9 avril devant le tribunal correctionnel de Dakar, sont terminées jeudi. Le verdict sera rendu le 19 juillet. Les détails. C'est un procès hors norme qui vient de se terminer au Sénégal. Pas moins de 29 personnes, dont le célèbre imam Alioune Dao, étaient dans le box des accusés. À l'issue de la dernière audience, dans un tribunal placé sous très haute sécurité, le président de la chambre criminelle spéciale du tribunal de Dakar a annoncé que le prononcé du verdict aura lieu le 19 juillet prochain. Avant la clôture des débats, les avocats des prévenus ont plaidé la relaxe et réclamé l'acquittement pour leurs clients, poursuivis pour actes de terrorisme par menace d'attentat
association de malfaiteurs, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux, apologie du terrorisme et détention d'armes sans autorisation. Selon l'accusation, le réseau prévoyait d'installer des bases djihadistes dans le sud du Sénégal avec pour objectif à terme de mener des opérations terroristes dans les pays voisins du Sénégal, notamment la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. L'imam Ndao et ses coprévenus auraient pour cible les Français, les confréries, les bâtiments publics via des attentats suicides. Dans son réquisitoire le 14 mai dernier, le procureur Sergine Bassirou Gueye avait réclamé la peine maximale, les travaux forcés à perpétuité à l'encontre de Maktar Diokane. Il a également réclamé 30 ans de travaux forcés à l'encontre de l'imam Aliou Ndao. Et s'il a requis la relace pour 8 des prévenus, il a réclamé de 5 à 10 ans de prison et de 15 à 20 ans de travaux forcés à l'encontre des autres accusés. Au Bénin, l'affaire dite surfacturation au ministère du Développement et du Cadre de Vie lors d'un marché d'acquisition de 84 motocross avec des pièces de rechange continue de susciter toutes sortes de réactions. Dans la soirée d'hier, elle a motivé une nouvelle sortie médiatique de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, l'ANLC. Le reportage pour plus de précisions. Présumée surfacturation au ministère du Cadre de Vie. Ce fut une conférence de presse de clarification. Le supposé non-lieu prononcé dans le dossier surfacturation ne l'aura été que dans la presse. Mais dans les faits, on croit l'ANLC, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, le non-lieu n'a jamais existé. Mesdames et messieurs les journalistes, il n'y a jamais une décision de justice de non-lieu dans cette affaire au 29 mai 2018. Aucun juge n'a connu ce dossier jusqu'à ce jour, 1er juin 2018. La NLC nuance, le procureur de la République a par contre connu le dit dossier avec à la clé toute autre décision. Quand nous avons fait notre sortie, le procureur de la République s'est auto-saisi du dossier. Le procureur de la République a fait faire les investigations nécessaires. Le procureur de la République, qui je le rappelle n'est pas un juge, a classé le dossier sans suite en attendant que de nouveaux éléments parviennent à son niveau. La NLC prend hâte tout en se réjouissant de l'issue du dossier. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption n'a jamais saisi la justice dans cette affaire. L'essentiel était de sauvegarder les 328 millions. Nous avons atteint cet objectif-là, c'est bon pour nous. Désormais, pour la NLC, incident clos. Affaire surfacturation au ministère du Cadre de Vie, une affaire de régler, conclut-elle. En République démocratique du Congo, 3 policiers ont été tués au cours de l'attaque d'assaillants armés contre la ville de Butembo. Plus de précisions à travers cet élément. La ville de Butembo a été la cible d'une attaque armée la nuit de jeudi à vendredi par des assaillants non identifiés. Le commissariat de la police a été visé. 3 policiers sont morts et leurs armes ont été emportées. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP l'officier de police Richard Mbambi. Le maire de Butembo a confirmé cette attaque dans le territoire de Beni, une zone particulièrement exposée de la province du Nord Kivu, et ce, tout en précisant qu'elle a probablement été menée par des miliciens Maïmaï qui avaient récemment menacé d'attaquer la prison centrale de la ville. Selon lui, les miliciens ont attaqué ce poste de police pour se ravitailler en matériel militaire, en armes et en munitions. Toujours dans le territoire de Beni, un porte-parole de l'armée a attribué au groupe islamiste ougandais ADF une attaque contre une position de l'armée ce vendredi matin. Située à une 50aine de kilomètres du territoire de Beni, Butembo est entouré de plusieurs localités où sont retranchés des Maïmaï, miliciens de groupes armés d'autodéfense. En 2016, les Maïmaï avaient mené une série d'attaques sans précédent pour prendre le contrôle de la ville de Butembo, mais ils ont échoué à le faire. La gigantesque affaire de corruption impliquant le Parti populaire en Espagne a finalement emporté le Premier ministre Mariano Rajoy. Renversé vendredi après plus de 6 ans au pouvoir, le conservateur avait jusqu'ici survécu à chaque crise en battant ses adversaires à l'usure.
Une majorité des 350 députés ont voté vendredi une motion de censure présentée par le chef de l'opposition socialiste, Pedro Sánchez. Ceci fait suite à une décision de justice sévère. La patience de Mario Rajoy l'avait pourtant jusqu'ici toujours sauvé, reconnaissent ses partisans qui voient en lui un stratège hors pair, comme ses adversaires qui le décrivent comme un immobiliste rigide et sans charisme. Cette fois, la chance semble lui avoir tourné dos. Pedro Sánchez a ainsi réussi vendredi son dernier coup de poker pour se hisser au pouvoir en Espagne. C'est bien, il est parti démocratiquement, sans avoir fait d'histoire. La classe ouvrière a réussi à dégager du pouvoir de façon démocratique ce gouvernement de droite qui nous étouffe. Nous avons perdu beaucoup de droits. Nous allons maintenant les récupérer avec ce gouvernement de tous bords, mais nous devons être d'accord et on va s'en sortir. Pedro Sánchez est au pouvoir, c'est terrible. Je ne m'y attendais pas du tout, parce que s'il y avait eu des élections et qu'il avait été élu et qu'il était devenu Premier ministre, très bien. Mais devenir Premier ministre juste parce qu'il en a envie, je n'aime pas ça. Hors de l'Espagne, le parquet allemand a demandé vendredi l'extradition de l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont vers l'Espagne. La décision finale doit revenir au tribunal compétent de Schleswig-Holstein, qui s'est montré jusqu'ici très sceptique sur la validité de ses chefs d'accusation au regard du droit allemand. Aucune date précise n'a été fixée pour cette décision qui devrait toutefois intervenir dans les jours ou les semaines à venir. En attendant, on ne perd pas le temps en Catalogne. Le nouveau gouvernement indépendantiste de Catalogne prend ses fonctions ce samedi, ce qui entraînera automatiquement la levée de la tutelle imposée à cette région d'Espagne après sa tentative de sécession. Je l'annonçais en titre, en Italie, le premier gouvernement d'alliance entre un jeune mouvement populiste et un parti d'extrême droite a prêté serment vendredi à Rome. Giuseppe Conte et les deux vice-premiers ministres Luigi Di Maio et Matteo Salvini ont sacrifié à la tradition sur la Constitution devant le président de la République, Sergio Mattarella. Leur mission, mettre en œuvre une politique anti-austérité et sécuritaire. Reportage. Le nouveau chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a prêté serment vendredi sur la Constitution devant le président de la République, Sergio Mattarella. Le nouveau gouvernement s'est ensuite rendu à la présidence du Conseil des ministres où s'est déroulée la passation des pouvoirs entre le Premier ministre sortant, Paolo Gentiloni, et Conte. Les Italiens réagissent à l'annonce de la formation d'un nouveau gouvernement. Ce gouvernement ne durera pas longtemps, mais vu le contexte particulier du pays, surtout économiquement parlant, il était important d'en former un. Mattarella a eu énormément de travail et de tractations à mener, mais en fin de compte, c'était la seule majorité disponible. Voyons voir. On verra ce qu'ils réussiront à faire. Il va falloir essayer et voir ce qu'ils sont capables de faire, surtout vu ce qu'ils avaient annoncé, car je pense qu'il s'agissait de paroles pour gagner des votes. Honnêtement, je ne m'attends pas à grand-chose. Le président avait opposé un veto spectaculaire à une première liste dimanche. Mais jeudi soir, il a signé une liste amendée comprenant 18 ministres, dont 5 femmes, représentant à part égale les forces politiques sorties victorieuses des législatives du 4 mars. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, s'est dit confiant dans la capacité et la volonté du nouveau gouvernement de s'engager constructivement avec ses partenaires européens et les institutions européennes afin de maintenir le rôle central de l'Italie dans le projet commun européen. Voilà qui met un terme à cette édition. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Bonne suite de week-end à chacun et à tous.